Donc, à nouveau, bienvenue dans cette troisième table ronde. Dans cette troisième table ronde qui, cette fois-ci, propose d'envisager finalement l'avenir, parce qu'on a réfléchi à la manière dont on pouvait concevoir les outils et leurs usages potentiels au service de l'administration, mais aussi du citoyen. Dans un second temps, on a vu quels étaient les outils qui étaient utilisés par l'administration, comment ils avaient été développés, quels étaient les enjeux qu'ils posaient en termes de droits fondamentaux, en termes de protection des données et aussi en termes de normativité, hein. On voit bien comment le standard technique est en passe de devenir une norme fiscale à part entière. Et dans ce troisième temps de la discussion, l'idée était de réfléchir à deux choses. Premièrement, la manière dont les outils de l'administration elle-même peuvent être améliorés par la compétence technique et l'interopérabilité. C'est pour ça qu'on parlera particulièrement de blockchain. Et puis aussi de voir dans quelle mesure la technologie lance un défi plus largement à l'administration fiscale et comment cette dernière doit adapter ses outils pour elle-même suivre le rythme. Donc, trois intervenants cet après-midi. Simon Pollereau, tout d'abord, président de l'Association pour le développement des actifs numériques. Nous avons également Jonathan Attia, qui est le vice-président de la Fondation d'utilité publique YOUR, qui est également conseil scientifique du cabinet Yellow. Et nous avons enfin le plaisir d'accueillir Jean Sayag, qui est avocat associé chez PwC. Donc, sans transition, je passe la parole à Simon Pollereau, pour son intervention. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense qu'on va avoir des échanges intéressants dans le cadre de cette intervention. C'est vrai que l'objectif là de mon intervention, c'est vraiment de se projeter vers l'avenir et vers les nouveaux challenges et les nouvelles perspectives qu'offre à la fois la blockchain, mais surtout aussi, voire surtout, les actifs numériques, les crypto-actifs. Donc, c'est cette nouvelle façon de représenter et d'échanger de la valeur que permet de faire naître et d'utiliser la blockchain. Donc, je vais commencer par une petite phase introductive, très courte, juste pour remettre en contexte finalement ce que sont ces cryptoactifs et ce qu'ils représentent, à la fois en termes d'intérêt et de challenge, notamment pour l'administration fiscale. Et puis, je passerai, je pense, très rapidement la parole aussi à Jonathan. Je pense qu'on va essayer de construire notre intervention ensemble, puisqu'on avait on est à peu près sur le même thème et ce sera plus dynamique comme ça. Donc, pour commencer sur l'introduction, donc depuis quelques années se développe donc cette nouvelle classe d'actifs qu'on appelle cryptoactifs ou actifs numériques. Le plus connu d'entre eux étant bien entendu le Bitcoin, dont vous avez tous, je pense, entendu parler déjà. Mais autour de ce Bitcoin, en fait, se développe une nouvelle façon de représenter la valeur en général. Et cela inclut en fait les valeurs que l'on connaît déjà très bien, les titres financiers, les représentations de différents types d'actifs, et même jusqu'à la représentation de la monnaie. Qui va changer, qui devrait changer dans le futur et de plus en plus utiliser les supports blockchain pour cette représentation et ces échanges. Et donc, cette technologie blockchain, en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est de faire exister ces actifs de façon complètement dématérialisée, sans recours à des tiers de confiance pour leur existence, leur matérialisation, si on veut, même si on parle de biens immatériels. C'est tout le challenge ici, c'est de parler de biens appréhendables mais immatériels. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate depuis quelques années un intérêt de l'ensemble de l'industrie financière, mais aussi de l'industrie tout court, pour cette nouvelle classe d'actifs et sur ce qu'ils peuvent représenter en termes de nouvelles modalités de représentation et d'échange de valeur en général. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que au lieu de devoir systématiquement passer par exemple, un dépositaire de titres ou une banque ou tout simplement un tiers de confiance pour représenter une valeur quelconque, donc que ce soit de la monnaie,
un titre ou quelque chose, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le support blockchain. Donc, c'est un support technique qui fait exister ces valeurs sans le recours à un tiers. Vous pouvez appréhender ces valeurs et aussi les échanger, les utiliser dans des services sans directement. Et ce qui est, en termes de challenge, évidemment, simplement la description de ces de ce nouveau type de valeurs et de leur nouvelle utilisation, il apparaît très très vite, puisqu'à partir du moment où vous n'êtes plus en relation directe avec des tiers qui sont directement réglementés, et donc qui peuvent un petit peu effectuer une surveillance. On sait que les banques font des signalements, notamment à l'administration fiscale, mais aussi les autres intermédiaires. Le fait de pouvoir se passer de ces tiers pour la manipulation de la valeur et les échanges de valeur, évidemment, ça crée de nouveaux challenges. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les blockchains, par essence, ce sont des réseaux qui sont transparents et qui sont auditables et qui sont accessibles à tous. Donc, avec la bonne connaissance technique, avec les bons outils, il est possible d'analyser ce qui se passe sur une blockchain et d'en tirer des conséquences, notamment, évidemment, fiscales. Donc, le changement de support de valeur, il va dans un premier temps poser un vrai challenge pour savoir en fait ce que les individus, ce que les entreprises font avec leurs valeurs et où elles se situent, et savoir un petit peu comment l'auditer, mais également faire un contrôle fiscal sur des valeurs blockchain, c'est quelque chose de très différent d'un contrôle fiscal sur un compte bancaire où on peut simplement demander à la banque les extraits de compte. Mais une fois la technologie à se appréhendée et les outils pris en compte, on se rend compte que cette blockchain, comme elle est auditable et comme elle est traçable, en fait, toutes les transactions réalisées sur ces actifs sont enregistrées de façon indélébile et irrévocable sur une base de données qui est consultable. Et donc, finalement, dans un second temps, une fois l'administration fiscale, une fois que l'administration fiscale aura pris la mesure de ces nouveaux enjeux, de ces nouvelles représentations de valeur et qu'elle se sera dotée en outils et aussi en méthodes, ce sera probablement un positif pour la partie fiscale sur cette nouvelle valeur. Voilà pour l'introduction vraiment générale. Je vais peut-être passer directement la parole à Jonathan pour peut-être rentrer dans le détail des cas d'usage, peut-être commencer une discussion. Merci beaucoup. Merci Simon. Est-ce qu'il serait possible, Caroline, de partager une présentation qu'on pourra commenter éventuellement en direct? Bien sûr. Et là, Bien sûr, je pense que j'invite tous les intervenants, Simon et Jean également, si vous souhaitez intervenir ou commenter, c'est fait pour. Alors, ici, ce qui serait intéressant, et je dirais en complément de l'introduction qu'a faite Simon, peut-être, c'est de préciser qu'il y a deux observations possibles autour de la blockchain vis-à-vis de l'administration publique, donc des finances publiques. Il y a évidemment l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire ce que peut apporter la blockchain pour pour apporter en fait une efficience dans le traitement, notamment en matière d'interopérabilité entre les systèmes d'information, puisqu'on a vu qu'il y avait un cloisonnement et un décloisonnement en partie 1 de ce webinaire tout à l'heure, des systèmes d'information bien sûr. Permettre également à l'administration une plus grande transparence et une meilleure auditabilité en matière de données, de code source, et ou de traitements réalisés à partir des données. Et enfin, et c'est ce qu'évoquait Simon à l'instant, c'est permettre à l'administration de s'interconnecter sur les différentes blockchains, et ça on verra tout à l'heure comment cela est rendu possible, notamment en matière de collecte de données et de traitement de l'information, s'agissant notamment des cryptoactifs. Alors, je vais essayer. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une intervention, pourquoi pas à 4 mains ou à 6 mains. C'est vraiment, sentez-vous libre d'intervenir à tout moment. En tout cas, c'est le plan que j'ai imaginé. Je pense qu'il est important pour resituer la blockchain de parler de 3 propriétés fondamentales que sont l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité. Ce sont des concepts
pardon, qui ont toujours existé dans la cryptographie ou dans les systèmes d'information traditionnels, qui sont repris et généralisés dans le cadre de la blockchain. Ensuite, un angle très intéressant, puisqu'on parle de confiance en matière de blockchain, il faut savoir que la blockchain n'a pas vocation uniquement à se substituer à des tiers de confiance, mais elle augmente la confiance de manière absolue, et notamment vis-à-vis des cyberattaques et en matière de cybersécurité. Ça, on en parlera. Ensuite, introduire peut-être très rapidement l'environnement blockchain que sont notamment les smart contracts, les environnements d'exécution sécurisés, les TEE, et les oracles qui permettent justement de créer le lien entre le monde réel et une blockchain. Et enfin, peut-être ouvrir le débat sur comment dirais-je, la réflexion qui oppose en apparence les technologies blockchain dites décentralisées versus les systèmes d'information traditionnels, comme on le sait, sont de manière centralisée. Peut-être, je suis désolé, je suis rentré un peu dans le vif du sujet, mais évidemment remercier Caroline Lequen Roth pour cette invitation et avoir rendu possible cette troisième partie, y compris la Société française des finances publiques pour avoir eu l'initiative de ce webinaire. Et enfin, on rejoint donc la présentation et on poursuit. Alors la cryptographie, pour faire très vite, les usages de la cryptographie se déclinent en trois grandes parties. Il y a la vérification de l'intégrité d'une donnée, l'authenticité pour déterminer l'origine d'une information, et enfin la confidentialité pour chiffrer la donnée et la rendre lisible que par les personnes autorisées. Et vous verrez, à partir de ces trois éléments, on peut les combiner pour des usages différents, par exemple la signature numérique, le chiffrement et la fonction de hachage qui consiste à générer une empreinte d'une donnée. Et ces trois éléments que l'on voit là sont évidemment intégrés natifs à toute blockchain, à ceci près que la blockchain réplique l'ensemble des données à l'identique. Donc il y a un registre, je dirais, qui est répliqué par autant de nœuds que le réseau est constitué. C'est ce qui rend l'efficacité de toute infrastructure ou de toute architecture blockchain, notamment, on peut citer Ethereum également, sur la question. Et alors, vous avez une définition à gauche qui traite de l'authentification, qui est encore, je dirais, un niveau d'information supérieur à l'authenticité, puisque là, on va chercher à identifier et à comparer la preuve de l'identité au moment même de l'authentification. Bon, on pourra revenir sur ces questions-là, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a ces trois éléments. Ce sont des éléments que vous pourrez retrouver sur le site de la CNIL, et pour la définition, c'est sur le site de l'ANSSI. Et donc le système de hachage, oui, c'est ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que le hachage est présent à toutes les étapes potentiellement en matière de, comment dirais-je, toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire que ce soit l'authenticité, la confidentialité ou l'intégrité. Vous verrez que les traits en matière d'intégrité sont absolument présents sur chacun des cercles. Et pour cause, c'est vraiment le hash qui permet de garantir l'intégrité d'une donnée. Et donc, si vous voulez signer une donnée sans pouvoir vérifier son intégrité n'a pas de sens, comme chiffrer une donnée sans s'assurer de l'intégrité du fichier chiffré n'aurait pas de sens également. Donc le hachage, les algorithmes de hachage, c'est vraiment la pierre angulaire de tout cryptosystème et donc évidemment de la blockchain. Donc là, vous avez une définition de nouveau qui présente la fonction de hachage. Alors, après, je m'excuse de ce rappel théorique. Alors, les étudiants du master des AGD vont reconnaître quelques diagrammes qui posent en fait les bases de ce qui est important pour nous, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes, on parle de traitement automatisé. Il faut savoir très exactement de quoi il s'agit. Donc on a deux éléments, on a la donnée, on a l'algorithme. Alors même si l'intervention précédente faisait une distinction entre l'algorithme standard et l'algorithme en IA, ce qui est absolument vrai,
pour les initiés, mais enfin dans les deux cas, il y a le mot algorithme, donc on ne va nous considérer que cette seule entité. Ici, on figure les états possibles. Les états possibles d'un algorithme. Donc il se présente soit sous la forme d'un code source, soit sous la forme d'un exécutable, et tout algorithme qui se respecte a une donnée en entrée et produit une donnée en sortie. Pareil, pour la donnée, il y a en amont la donnée que l'on capture. Donc, alors ici, j'ai mis capturer dans le cadre de capteur, mais ça aurait pu être une collecte de données. Ensuite, il y a son traitement. La donnée, elle est soit stockée ou elle est en transit. Donc, elle circule dans les tuyaux. Et si vous voulez, peu importe qu'on parle d'algorithme ou de données, on se doit toujours de savoir si on peut garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité. Ce sont des éléments qui s'appliquent et si vous voulez, pour chaque item. Une donnée capturée, au moment où je la capture, est-ce que je peux garantir de son intégrité? Est-ce que mon capteur ne va pas, est-ce que je ne vais pas capter des signaux, comment dirais-je, parasites qui vont altérer? Est-ce que je ne vais pas capturer des métadonnées qui vont biaiser? Vous voyez, donc l'intégrité de l'information, alors en dehors du signal, hein, j'entends, c'est l'intégrité au sens large du terme. Pouvoir garantir l'authenticité, donc l'origine de cette donnée, est-ce que l'origine est fiable ou pas, et enfin garantir la confidentialité dans tous les cas, j'ai envie de dire. Donc c'était juste pour vous donner une illustration de comment on applique ces trois concepts clés, que ce soit aussi bien pour la donnée que pour l'algorithme. Et enfin, on reprend dans un rapport récent de ce mois-ci par l'ENISA sur les principales menaces, donc les top menaces en matière de cybersécurité. Alors, vous voyez qu'il y a différentes manières de compromettre une donnée. Alors, quand je dis donnée, c'est compromettre une donnée ou un algorithme, ou son exécution, ou un traitement, que sais-je. Et enfin, vous verrez qu'en 9e position, on a les menaces intérieures, on a les manipulations physiques. Donc, il ne faut pas imaginer que la confiance se résume uniquement en l'entité qui détient ou qui réalise un traitement. Parfois, l'entité elle-même est soumise à des cyberattaques et des cybermenaces qui compromettent donc les différentes caractéristiques qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'intégrité, l'authenticité ou la confidentialité. Et donc, je mets ici un warning partout, parce qu'il n'y a pas de système centralisé qui peut résister à ce type d'attaque. On est tous soumis à la même exposition en matière de risque. Et ça, je laisserai peut-être aussi Simon ou Jean traiter de ce sujet, d'expliquer ce en quoi la blockchain offre une résilience à ce type d'attaque, une résilience à ce type de vulnérabilité identifiée. S'agissant évidemment toujours de l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité. Très rapidement, pour ne pas non plus, comment dirais-je, m'attarder sur les aspects techniques, ici c'est juste pour vous montrer que techniquement, il est possible comment dirais-je, de s'appuyer sur des smart contracts pour automatiser certaines exécutions, notamment en matière de traitement. Alors, je dirais un smart contract, c'est un programme informatique. Alors, peu importe ce qu'on exécute, ça peut être une évaluation d'un profil, une évaluation fiscale d'un profil à partir de ces cryptoactifs. Ça peut être tout simplement un contrôle sur du code source, sur un autre exécutable, c'est-à-dire on peut imaginer un smart contract qui va superviser l'activité de smart contract et ou d'applications externes. Et là, il y a un élément qui est très intéressant ici, qui s'est développé ces dernières années, puisque aujourd'hui, on a et on dispose d'environnements d'exécution sécurisés, ce qui permet par exemple à une administration de partager, enfin de donner accès à ces données confidentielles à une autre administration sans compromettre la confidentialité des données partagées. En somme, j'ai besoin de vérifier ou de calculer la majorité d'un citoyen. Je n'ai pas besoin, donc je n'aurai jamais accès à sa date de naissance, mais par contre, je vais pouvoir effectuer le calcul me permettant de déterminer sa majorité. Et c'est typiquement ce type d'infrastructure qui pourrait, selon l'état de l'art actuel, qui pourrait permettre aux administrations, notamment, de rendre beaucoup plus interopérables
leur système d'information. Et si vous voulez, de surcroît, on peut aussi offrir une traçabilité et une transparence dans les usages des données partagées via la blockchain, puisque la blockchain, encore une fois, est un registre qui permet de tracer toute activité, bien sûr en son sein, c'est-à-dire au sein même d'une blockchain, mais également interconnecté avec un système centralisé dès lors, et voilà, c'est cette slide, dès lors qu'on introduit une passerelle entre la blockchain et les systèmes centralisés. Donc ici, c'est Chainlink en fait qui est une blockchain d'Oracle. Un oracle, c'est ni plus ni moins qu'un connecteur qui permet de relier le monde réel, donc des data providers ou des systèmes centralisés tels que SAP, Microsoft, DocuSign et autres éditeurs, de les relier avec toutes les blockchains publiques disponibles. Ce qui veut dire que quand une blockchain a besoin d'une information externe, elle peut aller la chercher via Chainlink. Alors Chainlink se positionne évidemment en oracle connecteur avec le monde traditionnel et le monde blockchain, mais on peut imaginer une administration qui développe ses propres interfaces pour interagir directement avec une blockchain. Et là, je rejoins Simon dans son introduction, où l'administration fiscale va devoir opérer en une lecture de ces différentes blockchains et donc de ces cryptoactifs, sachant que l'un des sujets les plus actuels en matière de cryptoactifs, ce sont les monnaies digitales de banque centrale, les fameuses CBDC, qui vont potentiellement se substituer, en tout cas qui vont cohabiter, voire se substituer à la monnaie fiat telle que l'on connaît aujourd'hui, et par conséquent vont nécessiter à ce que les administrations s'intéressent vraiment à la technologie blockchain, tout simplement pour pouvoir collecter et traiter l'information, et je dirais que par un effet vertueux, en même temps offrir une plus grande transparence et une auditabilité des traitements proposés. Enfin, dans un document, dans une publication du World Economic Forum récente de cette année, il y a vraiment, on explique en conclusion, c'est un extrait de cette conclusion du rapport, donc vous avez le lien qui est un peu long, mais je pourrais vous le copier-coller sur le chat. Il y a vraiment cette recommandation ici où on doit partager la donnée entre le secteur public et le secteur privé dans ce qu'ils appellent eux la data collaborative. En réalité, nous pensons, et là je dis nous parce que j'engage également l'expertise de Simon parce qu'on parle régulièrement sur ces questions-là et je sais qu'on est parfaitement aligné, la blockchain offre des SaaS sécurisés de partage de données, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sans compromettre la confidentialité et avec une traçabilité, une auditabilité des traitements faits. Donc voilà pour ma part cette brève introduction qui finalement qui permet de dire, eh bien, qu'il s'agisse de la donnée ou de l'algorithme, et peu importe l'état que l'on observe de cette donnée ou de l'algorithme que l'on déploie, on peut, via la blockchain, je ne dis pas que je ne suis pas en train comment dirais-je, de faire l'apologie de la blockchain comme étant la solution miracle, mais en tout cas, la blockchain, indéniablement, et c'était peut-être là le point de vue complémentaire à l'introduction de Simon, c'est de dire la blockchain, bien sûr qu'il faut l'observer côté cryptoactif, côté finance décentralisée, parce que c'est vraiment le secteur qui s'est saisi qui est le plus dynamique dans ce domaine-là, mais la blockchain peut évidemment traiter et adresser tout type de données, tout type d'algorithmes, toujours selon ces différents états et en garantissant ces trois composantes que sont l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité. Merci en tous les cas. En tout cas, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, peut-être en fin d'intervention. Merci Caroline. Oui, je pense que c'était très clair. Et ce qui est précieux, c'est d'apporter un point d'éclairage qu'on a encore peu, un point de vigilance, parce que finalement, on parle beaucoup de l'algorithmisation, on va dire, d'un certain nombre de missions et d'automatisation de certains nombre de missions. Mais ce que rappelle cette intervention, c'est à la fois combien l'administration s'expose et expose les administrateurs
les administrés, en ayant peut-être sous-estimé la question de la sécurité, notamment, et de l'authenticité. Donc, peut-être que avant qu'on lance les débats, je propose de passer la parole à Jean Sayag pour qu'il nous apporte à son tour son regard sur cette question prospective. Alors, merci beaucoup, Caroline. Peut-être que mon intervention va permettre de faire le lien entre la précédente session et ce que vient d'expliquer Simon et Jonathan. Parce que moi, l'éclairage que je peux vous donner, c'est l'éclairage du praticien, du contrôle fiscal, sur les impacts des outils informatiques ou des moyens donnés par l'intelligence artificielle sur le déroulement du contrôle fiscal. Et bien entendu, du point de vue, on a entendu M. Medioni dans la session précédente, moi je suis plutôt du point de vue des entreprises. Alors, ce qu'on constate, et je vais faire un peu d'historique de ce qui s'est passé, ça fait 25 ans que moi je fais du contrôle fiscal, et le contrôle fiscal a profondément évolué. Alors, l'administration mène une politique qu'elle a initiée, moi je dirais qu'il y a une quinzaine d'années, elle a publié en janvier 2016, ça va faire 15 ans dans quelques mois, une nouvelle instruction à droit constant, où il y a eu un réveil de l'administration, à la fois sur les outils, les systèmes d'information des entreprises et les moyens que se donne l'administration. Et donc, elle a révolutionné le contrôle fiscal, mais ça a été une politique intelligente parce qu'elle s'est fait à bas bruit, j'allais dire pas à pas ou petit pas par petit pas. Et comme chacun sait depuis Michel Rocard, les meilleures réformes, c'est celles qui ne se voient pas. Parce que hier, le contrôle fiscal était fondé sur du papier, exclusivement. Hein. On était sur du papier, des réunions physiques en face à face, et qui permettaient de mettre en œuvre le débat oral et contradictoire, qui est un des fondements du contrôle fiscal, si ce n'est le fondement du contrôle fiscal, ou en tout cas la clé de voûte. Et l'administration a commencé à supprimer le papier en généralisant la remise de la comptabilité dans sa maille la plus fine, via le fichier des écritures comptables. Et donc, le terrain de jeu n'est plus du tout le même. On est passé de l'examen par un vérificateur de quelques milliers de données papier à l'accès à des centaines de millions, voire des milliards de données dématérialisées. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vérificateur dispose d'outils, nécessairement, quand vous passez à ce niveau de volume de données, pour surfer, trier, filtrer, classer, calculer, requêter dans cette masse de données et accéder à des niveaux de détail d'information le plus fin. L'administration ne s'est pas contentée du fichier des écritures comptables, elle a inséré ça dans tout un environnement lié au FEC, directement ou indirectement. On peut citer la piste d'audit fiable, le contrôle de l'effectivité de la piste d'audit fiable, la certification des logiciels de caisse, les demandes de traitement informatique qui étaient, elles, traditionnelles, l'accès à la comptabilité analytique au compte consolidé, mais aussi l'examen de comptabilité à distance. On a d'autres briques qui sont en train de venir, alors qui ont été annoncées ou qui sont programmées. On a la remise du fichier des écritures comptables, non pas au moment du contrôle fiscal, mais chaque année, au moment de la remise de l'alias. On a aussi la facturation électronique à l'horizon 2023-2025, et c'est demain. Il y a beaucoup d'études et ce sujet est intensément débattu dans le cadre de l'article 153 de la loi de finances pour 2020, où les entreprises vont devoir émettre des factures par voie strictement électronique, en B2B, domestique, mais ça pourrait être étendu au B2C, dans un contexte cross-border. Et on va passer d'un modèle, et on change complètement de modèle, on va passer d'un modèle de contrôle a posteriori, du post-audit, à un modèle a priori, hein, le contrôle continu des transactions, et la discussion qu'on vient d'avoir, ou la présentation que Jonathan et Simon prend tout son sens, avec le transfert, le transfert des données en continu. Et donc, ça pose le sujet de comment contrôle-t-on, ou comment l'administration va-t-elle contrôler ces données qu'elle reçoit en continu. Donc tout ça, ça forme une nébuleuse qui est résolument digitale et dont le cœur est centré autour de l'analyse des données et l'appréhension des systèmes d'information par l'administration. Alors, pourtant, l'informatique et les contrôles fiscaux, et c'était une caractéristique ou une spécificité du contrôle fiscal à la française, c'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ans, voire 40 ans, mais les débats étaient entre informaticiens, il y avait une ultra-dominance des compétences informatiques, et j'allais dire, les sujets étaient débattus entre informaticiens. Ce qui change avec toutes les briques que l'administration dont je viens de parler
pose sur la table, c'est que le premier vérificateur venu, et c'est ça l'objectif, hein, de manière stratégique de la DGFiP à un niveau central, et on l'a entendu avec la présentation qu'a fait M. Limadjoni, c'est que le premier vérificateur venu mette en œuvre systématiquement des moyens d'investigation informatique pour tous les contrôles, que ce soit en TVA, en prix de transfert, en IS. On pourrait dire que l'administration qui avait 3/4 à son arc en étant à la fois juriste, parce qu'un fiscaliste est un juriste, comptable, parce que la matière première était quand même malgré tout comptable, économiste, notamment pour contrôler les prix de transfert, devient un data analyst. Et l'analyse de la donnée devient le cœur du contrôle fiscal, et c'est là que se situe l'intensité du contrôle fiscal. Et moi, ce que je le dis souvent, ça choque peut-être ou ça surprend beaucoup de personnes. Moi, je dis que l'administration trace la voie et elle est largement en avance sur les entreprises. Parce que face à ce changement de paradigme, les entreprises ont dû, et leurs conseils, hein, moi je représente un cabinet qui conseille les entreprises, ont compris qu'il fallait se remettre, et pas se mettre, hein, se remettre sur un pied d'égalité avec les services vérificateurs, parce que le contrôle fiscal aujourd'hui, c'est une négociation, et on ne peut pas rentrer en négociation en situation de faiblesse. Il faut pouvoir se doter des mêmes outils d'analyse que ceux de l'administration, ou au moins des outils équivalents. À titre d'illustration, un cabinet comme le nôtre s'est doté d'une Digital Factory en embauchant des développeurs, des architectes, des consultants, pour développer des outils, créer des plateformes de données, mais aussi former tous nos professionnels à l'utilisation d'outils modernes d'analyse de la donnée, ce qui est complètement nouveau. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être pas l'essentiel, parce qu'il faut prendre un peu de recul et mesurer la conséquence à la fois du fait que la donnée devient le cœur du contrôle fiscal et le fait que pour exploiter ces données, il nous faut des outils. Et il faut, de mon point de vue, faire un peu de prospective et se dire, mais que va devenir le contrôle fiscal au travers de l'utilisation des outils et de l'intelligence artificielle. Quand on lit, et maintenant l'administration et la DGFiP annoncent clairement la couleur, je dirais que ça fait un certain nombre d'années qu'elle a déjà commencé à adopter ce discours, mais quand vous prenez le document de politique transversale sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale dans le cadre du PLF 2021, on a une distinction entre la correction, et on le ressent aussi dans le discours de M. Limadjoni tout à l'heure, ou de Soisic également, il y a une distinction qui est faite entre la correction des erreurs commises de bonne foi, qui reste de mise, mais qui va être dévolue à des procédures légères, et des procédures plus lourdes et ou judiciaires qui sont réservées au cas délibéré de manquement à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire de manière tendancielle? Et en lisant entre les lignes et en faisant un peu de projection de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se passer sans qu'on s'en rende compte, c'est que le contrôle fiscal sur place demain sera un vecteur exclusivement dédié à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais ça vient battre en brèche un certain nombre de nos principes fondamentaux du contrôle fiscal qui sont synthétisés dans la charte du contribuable. Je rappelle la charte du contribuable, le contrôle fiscal est une procédure normale dans un système déclaratif car il est le garant du respect du principe d'égalité devant l'impôt. Les déclarations sont présumées exactes et sincères, ainsi que la bonne foi du contribuable ne soit a priori remis en cause. Le contrôle repose avant tout sur la mise en œuvre d'un dialogue serein et constructif. Et là, ce n'est pas ma prose, hein. J'ai fait des quotes exhaustifs ou exactes de ce qu'on peut trouver dans la charte du contribuable qui est remis à tous les vérificateurs qui sont contrôlés. Et j'en viens au data mining parce que M. Limadjoni vous a expliqué qu'est-ce qu'était le ciblage via le data mining, à quoi ça servait. L'administration communique énormément, alors depuis un certain temps, mais particulièrement depuis 2-3 ans. La DGFiP estime dans son dernier rapport que 50% des contrôles qui seront programmés le seront au travers du data mining et de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'administration est légitime à optimiser ses ressources et économiser ses moyens. Il n'y a que 11 600 agents, dont 6 000 dédiés au contrôle externe, du contrôle sur place, pour contrôler 3 millions d'entreprises, avec un rendement
de 12 milliards d'euros. Alors, quand on regarde les effets du data mining sur 2019, ils sont relativement… Alors, je n'ai pas exactement les mêmes chiffres que ceux qui ont été donnés tout à l'heure, mais on n'a que 785 millions d'euros sur ces 12 milliards d'euros de mise en recouvrement pour 22% des contrôles. Donc, la rentabilité des contrôles via le data mining est relativement faible. Donc, la connaissance du terrain et de leur portefeuille par les équipes locales ou centrales reste malgré tout plus efficace. Mais n'oublions pas aussi le rôle des dossiers exceptionnels dans les statistiques publiées par l'administration. Mais si un tel ciblage, au-delà des moyens traditionnels de programmation, correspond à 50% des contrôles fiscaux sur place, et donc on est clairement dans l'identification de la fraude et de l'évasion fiscale, ça veut dire qu'on est en train de dénaturer le contrôle fiscal, puisqu'il n'est plus aléatoire, il n'est plus la bonne foi, mécaniquement ne sera plus nécessairement de mise, et quant au dialogue, il y aura lieu dans un contexte qui pourrait être un peu biaisé. Donc, on doit espérer que pour ce qui est du contrôle fiscal, dans ce nouveau contexte, le débat restera la pierre angulaire du contrôle fiscal et qu'il ne sera pas préempté par la mise en œuvre de ces algorithmes de ciblage, en fait. Le deuxième pan, c'est que si le contrôle fiscal sur place est dévolu à la fraude, que fait-on de la correction des erreurs commises de bonne foi qui pourrait, si on se projette, se faire principalement en dehors du contrôle fiscal sur place, au travers des moyens exclusivement informatisés et de manière automatique. Alors, on a cité l'article 153 sur la facturation électronique, qui pose de manière fondamentale la question du contrôle des données transmises à l'administration. On peut également rappeler l'examen de comptabilité à distance qui a été mis en œuvre il y a bientôt 3 ans et qui devrait être parachevé bientôt par la remise des FEC, donc des fichiers des écritures comptables, avec l'alias fiscal chaque année, qui permettra à l'administration d'exploiter des données extrêmement détaillées en dehors du contrôle fiscal. Donc, le contrôle de ces éléments déclaratifs de manière distancielle, exclusivement ou quasi exclusivement au travers de moyens informatiques automatisés, laisse totalement la voie ouverte à la question de la défense des droits du contribuable, le maintien des garanties qui ont été définies pour ce qui est de l'exploitation des données, notamment dans le cadre de contrôle des comptabilités informatisées. À défaut, les relations entre les contribuables de bonne foi et l'administration risqueraient d'être déséquilibrées et les tribunaux pourraient être encombrés par une multitude de procédures que le dialogue aurait pu éviter. Dernier point, l'introduction d'outils ou de plateformes informatiques impose à l'administration, mais également aux directions fiscales des entreprises et leurs conseils, d'adapter leurs compétences et le profil de leurs équipes pour répondre à ces nouveaux défis de compréhension et de maîtrise des systèmes d'information, de leurs évolutions permanentes, capacité d'analyse de la donnée au travers d'un développement ou de l'utilisation d'outils de data analyse, la visualisation des données, et il s'agit véritablement de l'apprentissage d'un nouveau métier. Alors pour conclure, moi je citerai Aurélie Jean qui dit que le futur s'inscrit dans l'interdisciplinarité, et ce qu'on a vu cet après-midi, que vous avez mis et que vous avez illustré parfaitement, cette capacité à translater ses compétences d'une discipline à l'autre et à travailler avec des gens profondément différents de vous-même. Merci infiniment pour cette belle intervention qui met en abîme finalement toute notre journée, qui fait une belle synthèse de tous les points qu'on a pu traiter ensemble. Avant que je me donne moi-même la parole, est-ce qu'il y a dans le public des interventions? Je vois que oui. Donc Mathieu Rouvert nous demande dans quel cas très concret et dans quel secteur des finances publiques l'administration pourrait avoir recours à la blockchain. Est-ce que l'État doit créer sa propre blockchain pour être parfaitement souverain? Si oui, combien faut-il de validateurs pour qu'elle soit sécurisée? Faut-il se contenter via des oracles comme Chainlink d'utiliser des blockchains existantes? On entend parfois parler de l'attaque des 51%. Est-ce un risque qui rentrerait en ligne de compte pour l'État qui déciderait ou non d'utiliser sa propre blockchain? Donc là, la question est vaste, elle s'adresse sans doute à Simon et Jonathan. Ouais. je te laisse répondre aux 5 premières questions et je répondrai. On se répartit les 18 sous-questions. Ouais, exact. Excellent. Non, mais je pense qu'en plus, on pourra avoir peut-être une vision complémentaire là-dessus. Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile d'avoir une réponse définitive.
la question générale qui est finalement comment le secteur des finances publiques et l'administration en général pourrait avoir recours à la blockchain et quelle blockchain elle devrait utiliser. Donc on l'a vu dans l'intervention de Jonathan. Donc la blockchain, elle peut être source de données pour l'administration pour ces problématiques de contrôle fiscal. Et effectivement, ça pose des problèmes, d'ailleurs très bien mis en valeur par Jean Sayek sur finalement cette méthode de l'administration qui finalement fait un pré-contrôle sur l'ensemble des opérations réalisées. Mais ça, c'est vraiment la partie analyse de la donnée pour réaliser le contrôle. Et puis, effectivement, il y a l'utilisation de la blockchain directement par l'administration pour peut-être être un support alors qui pourrait être donné aux entreprises, aux particuliers pour réaliser des opérations. Alors, en fait, ça dépend vraiment de la façon dont on envisage le cas d'usage. En fait, je dirais qu'il y a une réponse par cas d'usage qu'on pourrait envisager. Il y a des cas d'usage pour lesquels il y aurait beaucoup de sens à ce que l'État crée une blockchain qu'il contrôlerait pour réaliser un certain nombre de choses. Alors, ça peut aller la validation des identités, de gestion d'identité numérique, par exemple. Ça peut aller sur la gestion de paiement inter-administration. Ça peut aller pour de la gestion, ça peut aller jusqu'à la gestion de partage de données. On a vu que la blockchain pouvait servir à authentifier les données, à valider la pertinence d'une donnée sans la révéler. Enfin, on a un certain nombre de cas d'usage très utiles qui peuvent être utilisés par l'État dans un nombre d'utilisations qui est difficile à envisager aujourd'hui parce que, encore une fois, il y aura beaucoup d'ingéniosité autour de ces différentes primitives qu'on a pu un petit peu, dont on a pu faire l'aperçu aujourd'hui. Évidemment, on ne peut pas tout expliquer en seulement 1 heure. Donc, pour moi, il y a une opportunité pour l'État de créer une sorte d'infrastructure, en fait, blockchain sur laquelle pourrait se déployer un certain nombre de cas d'usage de différentes administrations, y compris de l'administration des finances publiques. Après, les questions plus techniques sur le nombre de validateurs, est-ce qu'il faut utiliser les blockchains existantes, les attaques à 51%, on pourrait, en fait, si l'État crée sa propre blockchain, a priori, il va être lui-même validateur de sa chaîne, et donc il n'aura pas besoin d'utiliser des mécanismes de protection contre les attaques extérieures, comme les blockchains publiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, ce qui devrait normalement simplifier à la fois le nombre de validateurs et aussi la problématique de l'attaque à 51%. Par contre, si l'État décide d'utiliser une autre blockchain, ce qui est tout à fait possible aussi, pour un certain nombre de cas d'usage, ça peut être très utile de déployer des cas d'usage sur des blockchains existantes pour qu'elles puissent interagir. En fait, on parlait d'interopérabilité, là, c'est vraiment critique. Quand vous êtes sur une blockchain, vous n'interagissez que sur des cas d'usage qui sont sur la même blockchain. Donc, si vous voulez finalement interagir avec des choses qui ont été développées par le secteur privé sur des blockchains publiques, par exemple, vous allez devoir déployer sur une blockchain existante. Si c'est le cas, alors là, il faudra évidemment que les problématiques de sécurité soient un peu plus vérifiées, travaillées, et il faudra évidemment décider sur quelle blockchain on se déploie et selon quelle modalité. Voilà, très rapidement, un début de réponse. Je vais laisser Jonathan compléter. Oui, en complément, je citerai simplement l'initiative européenne en matière de blockchain qui est l'EBSI, European Blockchain Service Infrastructure. Et là-bas, ils lancent 4 use cases, donc 4 cas d'usage bien identifiés. Simon parlait de l'identité, évidemment, ça en fait partie. Il y a aussi la notarisation de la donnée qui, évidemment, entre en ligne de compte. Et de manière plus générale, à la question de savoir si l'État devrait créer ou pas sa propre blockchain, on est vraiment au cœur de la discussion en ce moment sur cette question, et notamment par rapport aux monnaies digitales de banque centrale. La question, c'est de savoir est-ce que la BCE peut imaginer émettre de la crypto-euro sur Ethereum
Et sinon, sur quelle technologie? Et si oui, et si c'est une technologie, entre guillemets, une blockchain privée, comment garantir l'interopérabilité pour des paiements transfrontaliers, etc., etc. Donc ça répond en partie, c'est juste pour vous dire que vos questions sont pertinentes et en plus d'actualité, donc on n'aura pas toutes les réponses. Alors, une autre question qui s'adresse davantage à Jean Sayag, me semble-t-il. L'analyse des données par l'administration fiscale va-t-elle changer la caractérisation des abus dans les montages fiscaux? Alors, oui et non. Alors, et ça dépend de quel contexte du contexte dans lequel on se trouve. Si on est dans le data mining et l'administration nous dit qu'elle va faire du data mining et qu'elle va utiliser ou qu'elle utilise les moyens de l'intelligence artificielle uniquement pour faire du ciblage, je dirais que non, puisque c'est des éléments nouveaux. Alors le risque, et comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est que les éléments d'identification de ce ciblage pourraient préempter le débat au moment du contrôle lorsque le sujet identifié va être discuté lors du contrôle fiscal. En revanche, au moment du contrôle fiscal, gardons en tête qu'il y a une procédure, que là, on fait du droit, on n'est pas uniquement sur l'analyse de données, et que le souci premier de l'administration, c'est de caractériser l'abus, fonder son redressement, et là, on est plus sur une notion juridique. Alors, bien entendu, l'analyse de données qui peut se faire, mais pas au travers du data mining, au niveau véritablement de l'analyse de données. L'objectif de l'administration, et c'est tout le sujet du contrôle des comptabilités informatisées, c'est de pouvoir venir soutenir, sous-tendre, justifier les redressements qui sont faits en droit. Et donc, ça ne va pas changer la caractérisation, mais ça va permettre d'alimenter tel ou tel élément du débat ou de l'argumentaire développé par l'administration dans le cadre des redressements ou des rectifications. Merci. Alors, une dernière question du public, d'une étudiante qui nous demande, vous avez parlé de résilience de la blockchain par rapport aux attaques, alors même que vous avez insisté sur sa protection. Peut-on réellement parler de résilience? N'est-il pas plus approprié de dire que la blockchain sait et a su se protéger des différentes attaques? Ok. Simon, si tu veux bien, j'introduis, tu complètes. Ok, parce que c'est le mot résilience, c'est moi qui l'ai. Donc j'en assume la responsabilité. Après, voilà, si tu es solidaire, tant mieux. Ok, et résilience, alors si vous voulez, là on est dans la théorie des graphes, c'est-à-dire que quand on a un maillage interconnecté, quand un nœud est attaqué et vulnérable est attaqué, donc il y a une résilience du système global, puisque l'attaque du nœud n'impacte pas le fonctionnement des autres nœuds. Donc c'est quelque chose de très localisé. Et par résilience, dans votre question, en fait, on peut la décomposer en deux parties. Il y a la sécurisation réseau, donc tout ce qui est pare-feu, tout ce qui est optimisation de contrôle des flux, permis, autorisés, etc. Mais il y a des outils vraiment qui assurent la protection réseau des nœuds. Et ensuite, il y a la résilience cryptographique qui est native, je dirais, au protocole blockchain. Et en fait, c'est une double résilience. Là où votre question est pertinente, c'est qu'effectivement, quand on parle de cyberattaque, soit c'est une attaque de type DDoS, on l'a vu dans le top 15 des menaces, en gros, qui vise la machine, le nœud, qui vise la connectivité du nœud, soit c'est une attaque cryptographique qui vise l'intégrité de la donnée inscrite sur une blockchain. Et pour répondre à votre question, comment dirais-je, la technologie blockchain, et là je me fais vraiment plaisir, en vous disant ça, répond à cette double résilience. Une résilience réseau parce que quand on impacte un nœud, eh bien, il y a des milliers d'autres nœuds qui sont là et dans des endroits différents. Donc les nœuds ne sont pas centralisés, donc on ne peut pas mettre en déni de service le réseau blockchain en tant que tel. Et ensuite, il y a une résilience cryptographique puisque le système est conçu de telle façon que ça nécessiterait un calcul considérable pour altérer le contenu d'une blockchain. J'espère avoir répondu. Et puis Simon, n'hésite pas à compléter si tu as des éléments.
Je pense que la réponse était très complète, donc c'est parfait. Bon, bah, désolé. Alors, merci Jonathan. Une toute dernière question avant que l'on conclue cette séance cet après-midi. Donc, si l'intelligence, alors je pense qu'elle s'adresse plutôt à Jean Saillac, si l'intelligence artificielle en matière de contrôle fiscal demain sera essentiellement axée sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peut-on conclure que c'est une piste pour l'État de réaffirmer sa souveraineté fiscale qui semblerait lui échapper face à ces fléaux? Bon, alors moi, je ne suis pas sûr de partager cette réflexion de perte de la souveraineté fiscale. L'administration met des moyens considérables en œuvre. Elle n'est pas dénuée de ressources, d'intelligence, de capacité à faire. L'intelligence artificielle, alors, dans le cadre du contrôle fiscal, on en a parlé pour le data mining, donc pour faire du ciblage et pour aider à la programmation des contrôles fiscaux, parce que l'administration a des moyens limités, elle veut pouvoir consacrer ses moyens limités à des cas dans lesquels systématiquement elle va redresser. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les contrôles? On a des contrôles qui se terminent par un avis d'absence de redressement et où le vérificateur a perdu son temps, ou en tout cas a perdu les ressources précieuses de l'administration. Après, je pense que l'administration doit avoir une réflexion en interne sur ses méthodes de contrôle. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, je dirais que l'administration ne travaille pas comme les cabinets. Je parle de mon cabinet, mais de tous les cabinets de la place qui optimisent. Ces cabinets-là vendent des heures, on facture des heures et des heures relativement chères. Et quand on fait une due diligence, une revue fiscale, un audit d'acquisition, une vendor due diligence, peu importe le contexte dans lequel on intervient, eh bien, on n'est pas là pour un an, on ne vient pas une fois par semaine et on n'a pas le même tempo que l'administration et on n'a pas le même investissement en temps. Et pourtant, notre capacité à faire n'est pas totalement déconnectée de la réalité, de l'identification des risques. Et c'est ça le sujet. L'administration, dans son mindset, a pour objectif de tout revoir et de tout regarder. Alors, elle se cache, ou en tout cas, elle argumente cette méthodologie au travers de l'égalité devant l'impôt, mais s'il y avait un peu de recul pris et des moyens un peu optimisés mis en œuvre, elle travaillerait comme un cabinet, elle optimiserait ses heures, elle ne serait pas de tout voir, mais uniquement d'aller voir l'essentiel et d'augmenter considérablement le nombre de contrôles fiscaux. En fait, l'égalité devant l'impôt, elle est en premier lieu liée au fait que le contrôle fiscal hors les grands groupes reste des événements exceptionnels pour une entreprise, que ce soit à Paris ou en région. Donc, de ce point de vue-là, non, la France n'a pas perdu, ou la DGFiP n'a pas perdu de souveraineté fiscale. En revanche, pour répondre à la question, l'intelligence artificielle, oui, à partir du moment où, mais ça n'existe pas encore, que ce soit en cabinet et en entreprise, c'est-à-dire que même si on utilise ces moyens-là pour le ciblage, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on ne peut pas dire qu'elle est utilisée dans le cœur du contrôle pour réaliser le contrôle. Il y a de l'analyse de données, mais qui ne va pas jusqu'à mettre en œuvre des moyens d'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La réponse à la question sera sans doute différente dans 5 ans. Et bien entendu, du côté des entreprises, les entreprises, comme ça a été dit plus tôt, ne sont pas dénuées de ressources. Alors évidemment, les grandes entreprises qui ont des moyens et qui peuvent consacrer des moyens importants à leur défense, effectivement, vont s'outiller sur ces sujets pour être au même niveau que l'administration et notamment au regard des moyens que permettent l'intelligence artificielle. Merci. Peut-être est-ce le moment de dire quelques mots de conclusion par rapport à toutes les questions qui avaient été posées et toutes les réponses que l'on a obtenues cet après-midi. Alors, on s'interrogeait sur la dénaturation des pratiques comme la dénaturation de la loi. Je crois que l'ensemble des interventions ont montré que oui, il y a bien une dénaturation du contrôle. Si on pense notamment à la seconde table ronde concernant l'assistance algorithmique, on a bien vu que les contours de celle-ci avaient tendance à dépasser le simple
le simple appui que pouvait consister pour l'administration ce scoring de risque de fraude. Dénaturation encore de la loi, ça a été montré aussi à plusieurs reprises, notamment dans la seconde table ronde et encore maintenant, lorsque l'on parle de la transformation du rôle du contrôleur, du scoring, des patterns de fraude, autant d'éléments qui interrogent. Alors, on voit aussi que finalement, on est encore au balbutiement de ces développements technologiques, puisque sur bien des aspects, le contrôle appelle à être renforcé. Donc, un contrôle des biais et des failles au travers de l'audit, ce point a été particulièrement mis en valeur par l'intervention de Sozik Penikot et Talab. L'importance aussi de renforcer le contrôle démocratique, et je crois que de ce point de vue-là, l'application qui a été présentée par Alain Bariante offre des perspectives qui sont vraiment précieuses, vraiment intéressantes. Contrôle de la légalité, là encore, on voit que peut-être qu'on est face à un angle mort, contrôle de la légalité des contrôles des dispositifs algorithmiques. Ça, c'est l'intervention de Denis Mérigou qui l'a mis en exergue. Et puis, une nouvelle fois, la nécessité de renforcer la sécurité, puisque dans cette dernière table ronde, on s'aperçoit combien l'administration expose ses administrés, on l'a déjà dit, au travers de l'usage de ces outils. Donc, des avancées notoires, importantes, qui transforment nos droits et notre pratique, mais encore bien des efforts à fournir pour pouvoir avoir un dispositif fiscal algorithmique pleinement démocratique. Alors peut-être passer la parole à Xavier Cabane, s'il est encore, enfin, je sais qu'il est encore avec nous, mais s'il a encore son micro pour un mot de conclusion. Oui, je suis encore là. J'ai pas fait comme les étudiants, j'ai pas laissé mon nom apparaître et puis je suis pas parti. Écoutez, je vais être très très bref. Tout d'abord, je voudrais remercier de nouveau, vraiment très très sincèrement et très amicalement, Caroline d'avoir organisé cette table ronde. Je remercie de nouveau tous les intervenants. Et puis, après vous avoir tous écoutés, parce que j'ai participé à la première table ronde, mais depuis, j'écris, je prends des notes. Je dois avouer, Monsieur Attia, je ne suis pas sûr de tout avoir compris, mais je vais faire des efforts. Je dois vous dire que je crois que la Société française de finances publiques a eu une excellente idée d'organiser cette séance sur ce thème. Parce que vous avez su prouver que la question de l'intelligence artificielle en ce qui concerne les finances publiques et peut-être plus particulièrement la fiscalité était une question extrêmement importante qui va de plus en plus se développer. Et Monsieur Sayag le prouve, il est hors de question que les praticiens du droit restent à côté de ce qui est en train de se développer et regardent le train passer en se disant « moi, je reste un juriste ». Et je ne me préoccupe pas de l'intelligence artificielle. Ça, c'est absolument hors de question, puisqu'il est fort probable, M. Attia a parlé de d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, enfin, j'en sais rien, il est fort probable qu'assez rapidement, les choses se transforment totalement. Donc, les juristes ont tout intérêt à suivre les transformations. Et puis, vous avez aussi su montrer, et c'est en cela que j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est dit aujourd'hui, parce que vous êtes des informaticiens, vous êtes des techniciens au sens noble du terme, bien évidemment, mais vous avez su montrer que vous n'êtes pas du tout détaché des basses contingences que les juristes peuvent avoir. Et vous avez su montrer avec vos interventions que derrière tous ces progrès techniques, derrière le développement de ce droit algorithmique dont nous parlions lors de l'introduction, il y a de réels problèmes, comme vient de souligner Caroline, des problèmes, on va dire de grands problèmes démocratiques, c'est certain, mais aussi des problèmes, je dirais, plus ponctuel sur la place du juriste, sur le contrôle du juriste, sur le contrôle du politique, sur tout ce qui est en train de se développer. Et grand merci, parce que moi qui n'y connais rien, ça m'a permis déjà de commencer à poser des repères et à cerner les problèmes qui nous attendent et qui attendent les financiers et les fiscalistes. Donc j'espère que Caroline acceptera d'ici peut-être un an, j'en sais rien, mais de renouveler l'expérience, parce que pour les universitaires financiers fiscalistes, c'était une après-midi extrêmement riche. Voilà, je ne veux rien dire d'autre, si ce n'est vous remercier une fois de plus. Merci, merci, merci.